Vai Paola, Allez, Paola, a fare au il boulot. tuo lavoro. Andiamo. La bouteille est là-haut? J'ai tout préparé. Excellent. Ottimo. Parfait. Lo sai è perché Tu sais pourquoi je le goûte sur la peau? Parce que la chaleur du corps exalte les saveurs. Tu vois, il ne coule pas. J'y connais rien, moi. Excellent. Dans la tradition modenese, on entrepose les tonneaux de vinaigre balsamique au grenier Pour les exposer à l'amplitude thermique. Allez, venez, les tigelles sont prêtes. Allez, goûte. Goûte? Oui, mange, c'est bon. C'est un pays de cocagne, l'Émilie-Romagne. Une région où l'amour de la vie se célèbre aussi à table. L'un des territoires les plus enchanteurs de l'Émilie-Romagne s'étend entre les célèbres villes de Parme et de Bologne. Ce doux paysage émaillé de petits villages invite à un voyage dans le temps sur des lieux chargés d'histoire. Là où les collines cèdent la place à la plaine, d'importantes cités se sont développées au fil des siècles. Modène, avec la tour de Guirlande qui domine la ville, est un joyau du patrimoine culturel mondial. Hier comme aujourd'hui, son centre historique est une invitation à la Dolce Vita. À seulement 50 km au sud de Modène, la Via Emilia, un axe commercial datant de l'époque romaine, conduit à Bologne. Capitale de l'Émilie-Romagne, Bologne est dotée de plusieurs surnoms. On l'a dit savante, en raison de son université presque millénaire, rouge, en référence à son passé communiste, et grasse, en clin d'œil à l'opulence de sa gastronomie. À Bologne, l'amour de la bonne chair est une philosophie de vie. Et elle est omniprésente. Cristina Rossi a grandi près du Vieux Marché. L'ex-fashionista et globe-trotteuse se consacre désormais entièrement à sa passion pour la cuisine. En tant que membre du réseau Cesarini, elle ouvre sa porte aux visiteurs désireux de découvrir la culture de la ville à travers les assiettes. Au menu aujourd'hui, les tortellini. Cette spécialité emblématique de Bologne lui tient particulièrement à cœur et la cuisinière sait exactement où trouver les meilleurs ingrédients. Je vais faire des tortellini et il me faut du parmesan. Du 36 mois, bien sûr. Très bien, je vous le coupe.
Et voilà, ça fera 10 €. Tenez, Merci. À la prochaine. merci à vous. Surnommé le ventre de Bologne, le quartier du Quadrilatero est l'endroit par excellence où faire ses courses. Alors, il me faudrait 100 grammes de mortadelle pour les tortellini. Peu importe comment vous la tranchez. Je vais de toute façon la passer au hachoir. C'est parti. La mortadelle est si étroitement liée à Bologne que beaucoup d'Italiens la surnomment simplement la Bologne. Merci et bonne journée. Merci, à vous aussi. Bonjour, Giulia. Il me faudrait un couteau à tagliatelle. À Bologne, la cuisine est presque une religion. Oh, quelle merveille! Les ustensiles de cuisine sont de vrais objets de culte. Magnifique. Avec ça, mes tagliatelles seront un chef-d'œuvre. Magnifique. Prête, Mathilde? Je commence. Aujourd'hui, Christina accueille Mathilde pour un atelier d'art culinaire. La jeune femme a beau être originaire de Bologne, elle ne maîtrise pas tout à fait la recette du plat culte de la ville, les tortellini. Au début, il y a la pâte. Les œufs sont indispensables. Leurs protéines vont se lier au gluten de la farine pour donner une pâte élastique et bien souple. Tu sauras que ta pâte est prête quand tu sentiras qu'elle ne colle plus. C'est la première étape. Maintenant, tu vas la rouler avec tes deux mains comme un saucisson. Ok, Mathilde. Maintenant, on va faire la chose suivante. Je te passe ma pâte et toi, tu me passes la tienne. Pour les comparer au toucher. La tienne est parfaite. Avec un peu plus de parmesan que nécessaire, la farce ne sera que meilleure. Tout le reste est passé au hachoir à viande. Du filet de porc rissolé dans du beurre avec de l'ail et du romarin, de la mortadelle de Bologne et, pour corser un peu le tout, quelques tranches de jambon de Parme. Un trait de noix de muscade apporte une touche exotique. Une fois bien mélangée, la farce devrait en principe reposer pendant 24 heures, le temps que les arômes se développent pleinement. Maintenant, on va prendre le rouleau à pâte et je vais te montrer comment positionner tes mains. Il ne faut pas les poser sur le dessus, mais là, de façon à ce que cette partie de la main frotte la planche. Quand tu étales la pâte vers l'avant, tes mains se rejoignent. Et quand tu recules, tes mains s'écartent sur le rouleau. Un peu comme si tu nageais la brasse. Quand ton abaisse devient plus grande et que tu ne peux plus la saisir avec les mains pour la tourner, il faut l'enrouler sur ton rouleau, la placer en travers de la table, dans cette position, pour la dérouler. Et tu recommences. À Bologne, on dit qu'il faut voir le sanctuaire de San Luca à travers la pâte. Elle est réussie quand on peut voir quelque chose en transparence. Il faut très peu de farce pour un tortellino authentiquement bolognais, car chacune de ces bouchées exquises doit peser moins de 5 grammes.
Je te montre le geste. Tu fais un triangle, tu fermes des deux côtés, tu places tes 2 pouces en dessous, tu pinces avec tes index et tu enroules les extrémités autour de ton index. J'y arrive pas. Appuie assez fort pour former un pli. Il faut créer un creux, sinon ça n'ira pas. Selon la légende, la forme des tortellini serait inspirée du nombril d'une noble dame qu'un aubergiste aurait épié dans sa chambre par le trou de la serrure. Il reste assez de pâte pour faire des tagliatelles. Pouvoir transmettre mon savoir-faire, ce savoir-faire ancré dans cette tradition culinaire est un don du ciel. Voir les gens repartir heureux, c'est vraiment formidable. Alors Mathilde, tu es prête? Oui. C'est bon, N'est-ce pas? je montrerai à mes parents comment les préparer. Vraiment? Oui. À quelques kilomètres au sud de la capitale de l'Émilie-Romagne, on arrive dans les Apennins bolognais, une région moins connue pourtant pleine de charme et de châtaigneraies. Claudia Fornaciari est née à Porretta Terme, tout près de la frontière toscane. Les châtaigniers ont accompagné son enfance à une époque où leurs fruits jouaient encore un rôle majeur dans l'économie locale. Ici, on est entouré de châtaigniers. Le châtaignier est aussi appelé arbre à pain parce qu'il représentait une importante source de nourriture pour les habitants de la montagne. Son bois, ses feuilles, ses fruits, dans le châtaignier, tout est bon. Et pour certains, ses fleurs sont ce qu'il a de plus précieux. Les 90 ruches de Carlo Moruzzi offrent un toit à plus de 4 millions d'abeilles. Fin juillet, au plus fort de la floraison des châtaigniers, tout le village de Castal di Casio embaume. Carlo est le premier à se réjouir de cette odeur de nectar et de pollen, car ses abeilles vont désormais faire la navette entre les châtaigniers et les ruches du matin au soir. Au retour de leur collecte, elles déposent leur butin dans les alvéoles pour le transformer en nectar des dieux. L'apiculteur récolte 1500 kg de miel de châtaignier par an. Salut Claudia. Salut Carlo. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien. Tu viens chercher du miel? Oui, il m'en faut pour un gâteau aux châtaignes. Ah, très bien. Regarde là, c'est le miel de ces derniers jours. Il est très pur. Merci beaucoup Carlo. Je t'appelle dès que le gâteau est prêt et tu passes le goûter. Ok, ciao. Ciao, à bientôt. Ciao. Si Claudia aime beaucoup cuisiner, elle ne cache pas sa préférence pour la pâtisserie et les desserts. Aujourd'hui, elle prépare son gâteau signature, composé de miel de châtaignier et d'une génoise au chocolat à base de farine de châtaigne. Claudia est juriste, et ses moments de créativité gourmande lui permettent de se détendre. Mais c'est aussi une passion qu'on lui a transmise au berceau. Ma passion pour les desserts remonte à l'enfance, quand je faisais des gâteaux avec ma mère. J'étais très timide, alors cette passion m'a peut-être offert un moyen d'exprimer ma créativité. Les blancs en neige vont aérer la génoise au chocolat, à laquelle il manque encore un ingrédient.
La farine de châtaigne ne contient pas de gluten et on peut l'utiliser dans des recettes aussi bien sucrées que salées. Je m'en sers très souvent, soit pour préparer des entrées comme les tagliatelles ou les gnocchis, soit pour remplacer la farine traditionnelle dans les desserts, ou une partie de la farine blanche dans les gâteaux, parce que c'est un bon liant. Voilà pour le secret de la pâte. Qu'en est-il de la crème? Le miel de châtaignier a du caractère. Il a un goût particulier assez puissant et il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'il peut facilement dominer. Je réfléchis à de nouvelles idées de recettes sans arrêt. Dans mon téléphone, j'ai une liste interminable de recettes que je voudrais faire. Je la consulte, j'en choisis une et je me mets au travail. Je la refais encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Tu veux un bout de gâteau? Pourquoi pas? Chocolat, ricotta, farine de châtaigne et miel de châtaignier. Waouh, merci. La grosse part est pour toi. Il a l'air très bon. Voyons ça. Une explosion de chocolat, de miel et de farine de châtaigne. C'est vraiment intense. Vraiment délicieux. Et super crémeux. Quelle note tu lui donnes? 11 sur 10. Je le savais. T'es trop gentil. Merci. Dans la campagne vallonnée qui sépare Bologne de Modène, le château de Vignola surplombe la ville du même nom. Mais pour beaucoup d'Italiens, ce nom évoque d'abord un fruit rouge et sucré, car Vignola est connu dans le monde entier pour ses cerises. Francesco Vaccari a grandi en ville, mais c'est dans les vergers de ses grands-parents qu'il a vécu ses plus beaux souvenirs d'enfance. Il y a 10 ans, il s'est installé à la campagne pour consacrer sa vie à une cerise très particulière. Ici, à Vignola, on cultive la célèbre Mora di Vignola, communément appelée la Moretta. C'est une cerise tendre et charnue aux caractéristiques exceptionnelles. La Moretta est très juteuse et sa saveur sucrée relevée d'une pointe d'acidité s'allie à une grande richesse aromatique. Mais sa peau, presque noire, est très fragile. La récolte est très compliquée parce que ces cerises sont extrêmement délicates. Il faut les cueillir une à une en les détachant de la branche à l'extrémité du pédoncule, sans jamais les écraser, car elles éclatent à la moindre pression. Francesco prend soin de 50 cerisiers Moretta. C'est un renouveau, car au début des années 2000, la variété avait presque disparu. À l'époque, sa cueillette laborieuse et sa peau trop sensible au long transport l'avaient rendue peu rentable. Aujourd'hui, cependant, la Moretta s'avère plus adaptée aux changements climatiques que d'autres variétés. Ce fruit est un trait d'union entre nos ancêtres et nos petits-enfants. Il n'a pas peur de pousser dans cette région. Il est habitué à ces périodes de pluie, à ces épisodes de sécheresse. Et par conséquent, comparé à d'autres variétés de cerises, la Moretta est beaucoup plus résistante. C'est vrai qu'elle est plus pénible à récolter, qu'elle demande plus de temps, plus d'efforts. Mais elle vous le rend bien, parce que quand la pluie détruit toutes les récoltes aux alentours, ces arbres ploient toujours sous de belles cerises. À croire qu'ils ont de bonnes raisons d'être là. Ils sont là depuis longtemps et le seront encore longtemps.
J'éprouve toujours une grande satisfaction quand un monsieur d'un certain âge, qui a connu et cueilli ces cerises autrefois, vient me dire « Bon sang, grâce à toi, je retrouve un goût de mon enfance ». Pour moi, ça veut dire que j'ai fait mon boulot. Buongiorno Gino. Ciao. Come andiamo? Comment ça va? Fais-moi voir ces merveilles. Ecco qua. Les dernières morettas sur le marché, exclusivement pour ton restaurant. Il n'y en a plus? Non, la saison est finie. À croquer ou à cuisiner, les cerises Moretta sont victimes de leur succès. Et la demande est actuellement plus forte que l'offre. Francesco profite des dernières cerises pour préparer une sauce barbecue. Elles s'accordent très bien avec les plats salés, justement par leur saveur sucrée qui permet de revisiter la cuisine italienne avec une touche aigre-douce. Elles se marient bien avec la viande, par exemple, et on peut aussi les utiliser dans les pâtes. Il existe même des tortelloni farcis aux cerises. Ma passion pour la cuisine est née à table, à la table de mes grands-mères. Je m'y suis mis par égoïsme sans doute, parce que je ne cherche qu'à retrouver les saveurs de mon enfance. Francesco déglace les cerises avec du vin rouge et pour renforcer la saveur aigre-douce de sa sauce, il la parfume d'un trait de vinaigre balsamique. Un très bon ami m'a offert ce vinaigre, qui a été primé plusieurs fois. On ne le trouve pas dans le commerce. On est devenus amis le jour où il est venu chercher des morettas. Et comme j'ai toujours besoin de vinaigre, on fait du troc maintenant. Le petit festin est bientôt prêt. Pour éviter une cuisson prolongée, Francesco a laissé reposer la viande à température ambiante. Rapidement saisie sur la plaque bien chaude, elle reste juteuse. Grillée à point et accompagnée d'herbes aromatiques, le porc se marie à merveille avec la sauce aigre-douce aux cerises. Tu veux du vin? Non, merci. Tu en as de la chance, ma chérie. Oui, c'est très bon. Située à une quinzaine de kilomètres de Vignola, Modène invite aux plaisirs gastronomiques les plus raffinés. Paola Ferrari est vinaigrière et a repris l'entreprise familiale dont elle représente la 4e génération. Elle produit des vinaigres parmi les plus nobles et les plus chers du monde sous l'appellation d'origine protégée vinaigre balsamique traditionnel de Modène. Paola prend soin d'une batterie de plus de 800 tonneaux de tailles différentes. Certains ont plus d'un siècle, d'autres ont une valeur personnelle inestimable. La patronne de la vinaigrerie réserve une place privilégiée à ceux qui lui sont le plus chers. Selon la tradition modénaise, c'est à la naissance d'une fille, et de nos jours aussi d'un garçon, qu'on démarre une nouvelle batterie de vinaigre balsamique. Le célèbre vinaigre s'obtient à partir de mou de raisin cuit. Tout au long d'une fermentation lente et naturelle, une partie du liquide est transvasée année après année dans des fûts progressivement plus petits. Le vinaigre balsamique traditionnel de Modène nécessite un vieillissement d'au moins 12 ans. Il est encore plus intense au bout de 20, 25 ou même 40 ans. Son affinage dans des fûts en bois d'essence différentes en fait un véritable baume à la robe brun intense qui vient caresser le palais par son onctuosité. En un mot, un chef-d'œuvre de raffinement. Avec 130 litres de mou,
vieilli pendant 25 ans, j'obtiens 150 millilitres de balsamique. C'est pour ça qu'il est si cher. Il ne faut surtout pas être pressé. Il faut être patient, il faut le cajoler et attendre qu'il grandisse pendant 12 à 25 ans. C'est comme un enfant. Oui, j'ai 3 enfants, mais en fait, j'en ai toute une ribambelle. Et comme elle a l'esprit de famille, Paola procède aussi au contrôle annuel du vinaigre de ses proches. À Modène, il est encore souvent fait maison, généralement affiné dans des tonneaux entreposés au grenier. Allez, gagnons les sommets. Maudits escaliers. Tu l'as dit. On y est. Les voilà. Ah, il n'y a pas de coulure. On a bien travaillé? Oui, vous avez bien travaillé. Il est bon? Excellent. Il a de la douceur, de l'acidité, de la persistance et de l'arôme. Et de l'arôme. Je dirais que c'est déjà un extra vieux. Sans blague. Si. D'après l'aspect aussi. Regarde. Ok, voyons ce qu'est devenu celui-ci. On va jeter un œil pour voir comment il évolue. Approche. La surface est bien brillante. C'est bon signe? Oui, il faut y voir son reflet. Je vais le goûter. Il ne coule pas, tu vois? Il est bien épais. J'y connais rien, moi. Excellent. Je le mets dans les salades et c'est tout. C'est dommage. Paola, en revanche, cuisine souvent avec du vinaigre balsamique. Notamment quand elle fait des crescentine, des petits pains traditionnels aussi appelés tigelles, du nom des disques en terre cuite entre lesquels on les cuit. Il faut 3 fois rien pour préparer des tigelles, mais une fois prêtes, on les garnit de tout ce qui fait plaisir. Pour la pâte, un ingrédient peut surprendre, le saindoux. Le saindoux est essentiel pour obtenir une pâte bien souple. À Modène, on l'utilise à gogo. Pour une version plus légère, on prend de l'huile. Paola a mis la pâte à reposer. En attendant, elle prépare la garniture. Le goût incomparable du parmesan rehausse tous les plats, et surtout les plus simples. Quand les disques en terre cuite sont bien chauds, les choses s'accélèrent. Les habitants des montagnes intercalaient parfois des feuilles de châtaignier entre les disques et la pâte pour lui donner un petit goût de châtaigne et la rendre encore meilleure. Après les copeaux de parmesan, il ne manque plus que la touche finale. Une petite cuillère de vinaigre balsamique traditionnel suffit à créer l'équilibre entre le gras de la pancetta et la saveur corsée du parmesan. Ça permet d'harmoniser le tout. Allez, venez, les tigelles sont prêtes. Servez-vous.